Rebonsoir. Il y a 5 ans, à peu près jour pour jour, au cœur d'une très très belle soirée électorale, j'avais ouvert mon intervention par une phrase de Saint-Exupéry: « Si tu es différent de moi, tu m'enrichis ». Cette phrase, c'est le symbole de notre liste. 24 personnes qui se sont rassemblées pour un projet commun, surtout sans jamais gommer leurs différences. 24 personnes qui ont pensé que c'était le moment de s'engager, même tardivement. Cette phrase, c'est aussi le symbole de notre pays. Certains ont la mémoire très courte quand ils prônent le repli sur soi, quand ils vous disent qu'on pourrait rester entre nous avec nos sous. Mais c'était quoi Monaco il y a 3, 4, 5 siècles? Un pays de paysans, de pêcheurs, respectable mais pauvre, le plus pauvre de la région. Et d'où nous est venue notre prospérité? Pas de l'intérieur. Je ne connais aucun monsieur Ikea, aucun Bill Gates, aucun Warren Buffett monégasque. Notre prospérité s'est faite sur des idées venues d'ailleurs. La première, il y a 150 ans, avec le casino, suivie par beaucoup d'autres. Notre savoir-faire a été d'accueillir ces porteurs d'idées, de faire qu'au fil du temps, ils se sentent bien à Monaco, grâce aux services qu'on a su développer pour eux. C'est ce Monaco-là dont nous avons hérité et dans lequel nous vivons. Un Monaco qui accueille près de 130 nationalités, un Monaco qui est le bassin d'emploi de la région, un Monaco qui est un des seuls pays de la planète à avoir des finances saines. Et pourtant, certains veulent nous faire croire que tout y va mal, qu'il est urgent qu'il revienne aux affaires, au Conseil. Monsieur Valéry, ça fait 30 ans que vous y êtes aux affaires, presque sans interruption, dont 7 en direct au gouvernement. Alors il faudrait savoir, soit tout va mal, et peut-être il serait temps de voir quelles sont vos responsabilités, soit tout ne va pas si mal, et votre campagne est un immense mensonge. Ce Monaco, c'est aussi celui qui n'a jamais cessé d'évoluer, de s'ouvrir sur le monde, sans jamais renoncer à ses spécificités, ni mettre en danger sa prospérité. L'adhésion au Conseil de l'Europe, par exemple, si elle a donné lieu à des négociations serrées et tendues, a été validée sans qu'on ne cède quoi que ce soit qu'on ne voulait pas céder. Le choix du souverain de mettre fin au système d'opacité bancaire pour ratifier les différents accords d'échange d'informations en faisant le pari que l'argent propre allait remplacer l'argent sale, n'a pas produit les évasions de capitaux que certaines Cassandres annonçaient ou espéraient. Et dans la négociation avec l'Union européenne qui est en cours, Monaco montre son intérêt pour travailler mieux avec ses voisins, pour proposer de nouveaux débouchés à ses entrepreneurs, à ses étudiants, tout en préservant à tout prix ses spécificités et en protégeant la minorité que nous sommes dans notre pays. Elles sont là, les lignes rouges. Le souverain les a parfaitement définies à plusieurs reprises. Et aujourd'hui, rien, je dis bien rien, ne laisse penser qu'elles seront menacées. Pourquoi refuser de comprendre? Ça, pour M. Valéry, c'est trop simple. On ne doit pas croire le gouvernement. Il faudrait contrôler le souverain en plaçant un élu à la table des négociations. Il faudrait aussi que les Monégasques doutent du souverain et lui fassent confiance à lui et à son approche anxiogène infondée. C'est toute l'ambiguïté de M. Valéry par rapport à nos institutions. Officiellement, il se place dans leur total respect. La main sur le cœur, il se défend de toucher à quoi que ce soit. Mais tous ses actes montrent le contraire. Sa volonté permanente d'évolution insidieuse, pernicieuse. Je ne suis pas le seul à le dire. Permettez-moi donc de citer quelques extraits du discours du souverain lorsqu'il est venu au Conseil national le 23 juin 2006, un an après le début de son règne. Sur les questions internationales d'abord, 10 ans avant l'Union européenne, j'ai œuvré au développement de notre politique internationale dont j'assume seul la responsabilité. Et puis, la Constitution de 1962 a assuré la stabilité de nos institutions
Cette stabilité n'est cependant pas synonyme d'un repli sur nous-mêmes plus ou moins frileux. Nous ne sommes pas étrangers au changement du monde. État-cité cosmopolite au carrefour de l'Europe et de la Méditerranée, la principauté a une vocation naturelle à une ouverture internationale. C'est clair ou pas assez? Pour nous, pas l'ombre d'un doute, nous préférons pour Monaco cette vision ouverte du souverain à la vision étriquée de M. Valéry. Sur les questions nationales ensuite, pour ce qui est de notre vie politique intérieure, elle doit demeurer caractérisée par la collaboration harmonieuse entre les pouvoirs, référence à l'article 66 de notre Constitution et l'accord des volontés entre le Prince et le Conseil national. Mais écoutez bien quelques paragraphes plus loin. Cette collaboration harmonieuse entre les pouvoirs suppose aussi une claire délimitation entre la fonction législative et l'action gouvernementale. Le gouvernement, sous mon autorité et sur la base des orientations que je définis, a en effet seul la charge de l'administration du pays. C'est clair, là aussi, ou pas assez? Pour le Conseil national fort, pour le colégislateur à égalité, pour le Conseil national bis, le souverain évoque-t-il une seule seconde le besoin d'être éclairé par le président du Conseil national? J'aurais pu relire ici tout le discours, je vous conseille de le faire, tant il est une leçon brillante et méthodique sur le fonctionnement de nos institutions. Mais croyez-vous que le souverain se serait cru obligé de venir donner cette leçon au Conseil national et à son président de l'époque, un certain M. Valéry, s'il n'avait pas déjà senti la dérive sournoise et régulière et la nécessité d'un recadrage ferme? Ça, c'était en 2006. Qui peut imaginer que le personnage a changé en 2018? J'aurais dû m'arrêter là, je voulais ajouter une chose importante suite au meeting d'hier. Hier, pour terminer une campagne faite d'occasions manquées, l'union refusée, le débat rejeté, la tête de liste Horizon Monaco nous a imposé un long pensum, vide, gratuitement agressif, truffé de contre-vérités. Et pour quelqu'un qui a été présidente de la Commission des droits des femmes et de la famille, et qui aime le rappeler, pas un mot hier soir, pas un mot pendant 6 mois de campagne sur la dépénalisation de l'IVG. Certes, vous avez évité le « elles n'ont qu'à aller voir ailleurs » de M. Valéry, mais franchement, quelle lâcheté politique, quelle honte. De fait, on ne s'improvise pas tête de liste. Je voudrais en revanche rendre un hommage appuyé au discours de Christophe Piliotis. Agressif aussi, certes, mais avec talent, c'est différent. Courageux, clair, méthodique, argumenté, vrai. Parce que quand on aborde ce genre de terrain, on ne peut pas se permettre l'à peu près. Si j'avais eu le temps, je vous l'aurais peut-être relu ce soir tellement je le partage. Le Conseil a besoin d'élus comme toi, Christophe. Tu as été le dindon de la farce panachage organisée de 2013, celle qu'a dénoncée hier soir Jean-Michel Rappert. Malheureusement, j'ai peur que cette année, tu te sois trompé de liste et de leader. J'ai commencé cette intervention par une citation, je finirai par une autre, celle du président Kennedy. On ne savait pas que c'était impossible, alors on l'a fait. On, c'est nous. Derrière Jean-Louis, nous avons décidé de croire en nous et de croire en vous. Parce qu'il était plus important de défendre nos idées en direct que d'accepter les sièges que M. Valéry nous promettait en échange de notre silence. On, c'est vous aussi. Vous avez maintenant les clés de cette élection. Vous avez un vrai choix. Le vide du programme Horizon Monaco, le retour aux méthodes de 1988, la première élection de M. Valéry, il y a 30 ans, ou le soutien aux idées et aux hommes nouveaux,
pour le Monaco du XXIe siècle. Je vous le demande franchement, est-ce qu'on peut hésiter? Je vous souhaite une bonne fin de soirée avec Bernard Pasquier, avec le futur président du Conseil, Jean-Louis Grenda, et moi je vous dis à dimanche.